En tant qu'être humain, nous sommes avant tout un champ d'information et de conscience extrêmement vaste, extrêmement riche. Il y a une multitude de choses que nous exprimons dans notre corps, notre parole, notre esprit et également dans la manière dont on perçoit le monde, dont on l'interprète, l'expérience que l'on en fait. Tout ça est le fruit de multiples conditionnements très vastes. Le mot conditionnement n'est pas péjoratif. Un conditionnement, c'est une couleur choisie sur une chose qui finalement a pour nature une énorme multiplicité. C'est juste qu'on va l'approcher depuis un certain point de vue, une certaine empreinte émotionnelle, un certain prisme. Et du coup, nous, en tant qu'êtres humains, on est vraiment le résultat de multiples nuances, de multiples couleurs, de chemins, d'histoires, de vécus très riches, très multiples, qu'on a avant tout vécu de manière énergétique, c'est-à-dire on a connecté avec ça. Et ensuite, c'est venu s'imprégner, donner une certaine couleur au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau physique, et dans le regard qu'on a posé sur les choses. Et ce qui est intéressant ici, c'est de se demander quels sont les conditionnements qui créent véritablement nos schémas répétitifs. Quelles typologies existent, comment on les identifie, quels sont ceux qui sont conscients, choisis, et quels sont ceux qui sont inconscients, qui sont implicites, et que souvent on va repérer, trouver dans l'énergie quand on travaille sur la mémoire cellulaire, en constellation familiale, dans la déprogrammation et la reprogrammation des croyances. Eh bien là, on va aller repérer des choses qui en fait étaient toujours là, dans le champ d'information, dans le champ d'énergie de la personne, mais pas forcément vues. Parce qu'en fait, quand on est habitué à une couleur, quand on est habitué à une façon d'être, quand on est habitué à des habitudes, qu'elles soient mentales ou même plus subtiles, on ne les voit plus. Quand on est familier de quelque chose et que presque ça a toujours fait partie de nous, il n'y a que le moment où ça devient source de souffrance qu'on est prêt à se défaire de l'identité à laquelle ça se rattache. Et donc, c'est là qu'on peut se rendre compte que si on est un champ d'information, eh bien, on a pu intégrer une information à un moment donné, même sans le vouloir, même sans pouvoir le formuler ou le dire. Et ça veut dire aussi qu'en tant que champ d'information, on peut mettre à jour ces informations. Et c'est véritablement ça qui est le but lorsqu'on identifie un conditionnement qui vient un petit peu bloquer certains aspects, nous mettre tout le temps face aux mêmes émotions, nous mettre tout le temps aussi face aux mêmes situations, ou en tout cas le même ressenti face à certaines situations. Et dans une citation qui est attribuée à Bouddha, il y a vraiment ce déroulé très clair. Tes pensées deviennent tes paroles deviennent tes actions deviennent tes habitudes deviennent ton caractère devient ton destin. Donc ça met vraiment en lumière qu'il y a quelque chose de cyclique en nous, quelque chose qui tourne de l'ordre de l'habitude, une habitude énergétique comme un cercle énergétique dans lequel il y a plein d'informations. Et au moment où on arrive à en extraire certaines, eh bien on peut vraiment modifier la manière dont la vie se déploie, du fait que l'existence est vraiment le fruit de tous les potentiels de notre esprit. Et pourquoi ici on parle de ce que tu vibres, tu le deviens? Parce qu'en fait, on peut vraiment dire que notre vibration, elle est riche dans le sens où elle contient nos pensées, nos intentions, ce qui émane de notre esprit, cette sphère-là. Elle contient nos paroles, nos mots, ce qu'on dit de manière répétée, ce qu'on se dit à l'intérieur aussi, qui est formulé sur la base du langage, donc la sphère de la parole. Et puis il y a les actions qui découlent de tout ça, de tous ces conditionnements. Il y a des actions automatiques, des habitudes qu'on peut mettre en place, des manières de réagir, de se protéger, de se sécuriser, et des choses aussi juste qui sont tellement intégrées à nos comportements qu'on les identifie même plus comme des actions choisies. Donc ça, c'est la sphère du corps. Et sur ces trois plans, on a des habitudes. Dans l'esprit, on a des habitudes. Dans la parole, on a des habitudes. Dans le corps aussi. Et ça, c'est une énergie qui tourne jusqu'à briser le cycle de certains aspects de cette énergie. L'idée, c'est pas de tout défaire. C'est pas forcément d'être une page blanche. Il y a certains conditionnements qui nous permettent juste de fonctionner normalement et d'interagir avec le monde. Mais il y en a d'autres aussi qui limitent notre potentiel et qui finalement ferment certaines choses beaucoup plus proches de l'amour qu'on pourrait expérimenter. Et donc, dans notre énergie, on peut vraiment trouver, lire ces croyances, ces conditionnements, qu'est-ce qui se dit en fond. Parce qu'en fait, c'est très intéressant de voir qu'il y a toujours en surface une situation bien précise, mais en dessous, tout un dialogue intérieur, toute une base au niveau spirituel qui fait que ça peut avoir lieu, qui fait qu'on peut être confronté à ça. Et donc, là, ce que je vais vous donner comme élément aujourd'hui, c'est les grandes lignes de ce que peuvent être ces conditionnements. On va les classer par catégorie, on va se poser des questions pour les identifier. On va voir aussi comment on peut résoudre ça. Mais c'est important pour moi de vous préciser que l'épisode d'aujourd'hui, il fait partie d'une sorte de trilogie. Aujourd'hui, on va vraiment aborder
les conditionnements au sens large, comment ça crée des schémas répétitifs, comment ça nous permet aussi d'interagir avec le monde. Mais on aura aussi un deuxième épisode ensemble sur comment identifier une transmission familiale, comment on explore ça, comment on peut identifier qu'il y a une transmission familiale en nous, inconsciente, pas vue, et comment on va la trouver. Et en troisième épisode, je vais vous proposer un condensé de 16 grandes histoires de mémoire familiale qui s'est transmise dans la vie de personnes que j'ai anonymisées pour vous montrer finalement de manière très concrète comment les transmissions transgénérationnelles, les transmissions de la mémoire familiale peuvent se manifester dans la vie d'un être humain et comment ça peut prendre des formes en fait étonnantes, que c'est pas forcément les mêmes situations qui se présentent, mais des fois c'est beaucoup plus subtil et créatif que ça. Donc voilà, c'était vraiment pour vous préciser que là on est au début de tout un travail ensemble d'exploration. Et plus tard, pendant l'automne, on aura aussi ensemble des temps pour parler de la mémoire intra-utérine qu'on va aujourd'hui évoquer brièvement. Donc tout ce temps où on est dans le ventre de la maman. Et puis on parlera de médiumnité aussi dans les semaines qui viennent. Donc voilà un programme riche pour finalement vous donner des clés concrètes pour vous lire vous-même et finalement apporter une nouvelle perspective à des choses qui sont vécues en partant de l'intérieur parce que c'est vraiment de là qu'on peut résoudre tout ce qui peut se présenter dans notre existence humaine. Donc c'est parti. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Identifier les conditionnements qui régissent notre vie de manière consciente ou inconsciente, ça a pour but de nous permettre de résoudre certaines situations. Et on le voit quand on travaille ensemble en séance, on part vraiment dans votre vie d'une situation très concrète qui vient un petit peu gratter là où ça fait mal ou qui va vous faire souffrir parce qu'en fait elle répète des choses qui ont déjà été ressenties, on va le voir aujourd'hui. Et du coup le but c'est déjà aussi de moins souffrir, hein. C'est pas juste de s'analyser pour faire une liste de ce qui va pas avec de gros guillemets, c'est vraiment ok, il se passe ça dans ma vie et au lieu de me battre avec ce qui se passe à l'extérieur, au lieu de chercher à qui la faute, je vais vraiment regarder, me poser une question très claire qui est quel est le conditionnement ou la croyance en moi qui donne une base pour que cela puisse avoir lieu? Qu'est-ce qui fait en moi que je suis confrontée à cette expérience de manière répétitive? Quel message ça me donne que peut-être j'ai pas pu prendre en charge auparavant? Et c'est pas un truc de culpabilité, il s'agit pas de retourner le doigt accusateur vers soi-même, c'est vraiment une démarche de conscience, de lucidité, d'intégrité intérieure. C'est vraiment quelque chose de doux, comme une exploration curieuse pour aller trouver des solutions là où elles se trouvent vraiment, et elles se trouvent dans notre esprit. Donc le but, en fait, c'est de vraiment se dire qu'est-ce qui en moi est présent pour que ça puisse avoir lieu. Il y a aussi essayer de situer le moment où la graine a été semée, quel est le premier événement dans lequel j'ai ressenti ça, d'aller vraiment voir que ces conditionnements, c'est des filtres qu'on met sur la réalité, c'est une vibration en nous qui nous limite au niveau de certains potentiels. Et le but, c'est pas de se voir comme quelque chose de limité ou de diminué, c'est de se voir comme un être qui peut encore grandir en potentiel. Et certains conditionnements, juste, n'étaient pas spécialement faux auparavant. C'est juste que là, peut-être que quand on a la conscience de regarder que quelque chose n'est plus aligné, c'est juste que c'est le moment où c'est déjà en train de décroître. Mais c'est le moment en fait où on est en train de mentaliser un processus qui finalement, dans ce qu'on est de manière ultime, a déjà été initié bien avant. Donc il y a vraiment cet aspect-là qui est très important d'aborder ça avec douceur. Et donc, parmi tous les conditionnements qu'on pourrait voir comme un millefeuille dans notre conscience, je vais essayer de vous donner des grandes catégories. Et chacun apporterait les choses différemment. Il y a des personnes à qui je parle qui auraient tendance à l'aborder par la voie du karma pur. Il y en a qui parleraient d'intérieur-extérieur. Voilà, on aurait tous une réponse différente si on devait dire quelles sont les grandes catégories de conditionnement qui nous guident en tant qu'être humain ou qui nous peuvent avoir tendance à définir notre rapport au monde. Et moi, je vous propose une manière de les approcher. Elle est c'est pas une vérité ultime, c'est la manière dont moi j'ai pu l'analyser au fil des années avec plusieurs centaines de personnes. Et c'est juste un partage qui peut totalement être discuté, sur lequel on peut enrichir certains aspects. C'est juste le partage du cœur que j'ai pour vous aujourd'hui.
Et donc, la première catégorie de potentiel qu'on peut avoir dans nos conditionnements, c'est les potentiels qu'on va créer nous-mêmes par le vécu. On va enregistrer certaines informations, notre mental va caser. Ça c'est danger, ça c'est agréable, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est à éviter. Il y a vraiment aussi la répétition de certaines expériences qui va engrammer en nous des croyances, des comportements, des prismes émotionnels ou mentaux. Et il faut se dire que c'est pas forcément un processus voulu et actif, ça peut être conscient. On peut choisir un positionnement par rapport à quelque chose, mais ça peut être aussi inconscient. Ça va être une réaction avant tout. Le potentiel qu'on va mettre en place, le conditionnement qu'on va enregistrer, il va être là pour se prémunir de quelque chose ou au contraire encourager un autre aspect parce qu'on a cette sorte d'instinct de survie et cette volonté profonde de ne pas souffrir. Donc ça, c'est vraiment les potentiels qu'on crée par le vécu. On enregistre de l'information et on vient la traiter tous un petit peu différemment. Ensuite, il y a les potentiels qu'on absorbe par notre environnement, nos choix d'appartenance, notre contexte social, religieux, collectif, culturel. C'est vraiment comme des systèmes de valeurs qui vont se rajouter comme si moi ça me donne l'image de superposer des calques en fait. On va superposer ça à plein d'autres paramètres et il peut y avoir tout cet environnement, un mimétisme en fait collectif qui peut venir imprégner la manière dont on se comporte, la manière dont on perçoit les choses. Ensuite, la troisième catégorie de conditionnement, c'est un peu de la mémoire pure qui est de l'énergie qu'on va capter pendant le temps où nous sommes dans le ventre de notre maman, pendant les 9 mois de la grossesse ou moins si jamais on a pu naître prématurément. Donc c'est vraiment toute cette période où notre conscience prend contact avec le monde, cette vie intra-utérine qu'on développera dans un épisode dédié un petit peu plus tard. Eh bien, c'est vraiment un moment où il y a la transmission de toute la mémoire de l'inconscient familial, l'inconscient de la maman et du papa. C'est vraiment la fusion initiale d'énergie de la mère et du père qui a permis à la conscience de prendre forme. Et donc il y a tout un champ d'information qui vient. Mais il y a aussi le champ d'information, et on le voit souvent quand on travaille sur la mémoire cellulaire et parfois en constellation, eh bien que toutes les informations directement vécues par la mère pendant la grossesse ont aussi une importance très importante. Ce qui se passe autour de la maman, ce qui se passe en elle, les émotions qu'elle peut avoir, le moment de l'accouchement aussi qui est crucial dans certains aspects de la personnalité qu'on peut venir retravailler. Et donc voilà, tout ce qui se passe pendant la grossesse, ça va déjà nous imprégner. On est déjà vivant et on fait déjà partie du monde et on enregistre déjà pendant qu'on est en train de se former totalement au niveau corporel. Donc il y a vraiment ça. Et puis la quatrième catégorie de conditionnement, eh bien c'est les potentiels qui ont précédé notre incarnation. C'est vrai qu'on pense souvent aux potentiels qu'on a initiés nous-mêmes ou qui ont été initiés dans notre vie. On va penser à notre vécu, mais on peut avoir tendance à oublier qu'il y a une multitude de potentiels et d'influences sur ce qu'on est et sur ce qu'on vit qui ont précédé notre incarnation, qui ont débuté et des graines qui ont été semées avant même qu'on prenne corps et qu'on vienne au monde en fait. Et donc ça, on peut par exemple citer l'inconscient collectif de la famille. Vraiment, les transmissions transgénérationnelles, ces héritages-là, eh bien, c'est tout un système de valeurs. C'est aussi du karma collectif, des actions, du corps, de la parole et de l'esprit qui ont été générés avant nous. Et c'est comme quand on intègre un système de conscience collectif, on intègre une famille. Et donc, il y a avec ça des mémoires familiales qui sont pas forcément toujours sombres, c'est pas forcément des drames, mais il y a un ensemble de comportements, un ensemble de visions du monde, un ensemble aussi d'évitements. De non-dits, il y a tout un tas de choses qu'on va détailler au fil des semaines là à venir, qui peuvent aussi vraiment nous programmer et venir aussi teinter notre chemin et permettre certaines situations ou en empêcher d'autres. Donc c'est vraiment des potentiels en présence. Et puis bien sûr, tout ça c'est finalement englobé dans tous les potentiels karmiques. Il y a les potentiels karmiques auxquels on pense en premier, c'est tous les potentiels qu'on a accumulé avant cette vie, toutes les actions du corps, de la parole et de l'esprit. Le karma, le mot karma, ça veut dire action. Il y a ça, et puis il y a tous les états d'esprit qu'on a engrangés, les penchants naturels, un peu notre empreinte spirituelle. Et donc ça aussi, ça vient teinter notre expérience humaine, ce vers quoi on a naturellement un élan, le type de personnes auxquelles on se sent connecté, des informations qui dépassent vraiment cette vie et cette simple incarnation et la simple programmation de ce corps dans cette famille. Et du coup, finalement, tout ce que je viens de citer, c'est du karma. C'est juste que là, ça permet de le lire plus facilement
de le décomposer en catégories pour qu'en fait le but, le but ici, c'est de vous permettre de mieux explorer le sujet et de mieux, vous retourner vers vous-même et regarder les choses en détail. Alors, qu'est-ce que c'est un schéma répétitif et comment on l'identifie ? Déjà, c'est intéressant de voir qu'un schéma répétitif, c'est pas forcément une expérience extérieure qui se répète, qui est identique, une situation identique. Un schéma répétitif, c'est aussi, et je dirais même surtout, la répétition d'un ressenti intérieur, d'un nœud émotionnel qui revient sans cesse. Ça peut être, alors on va schématiser, c'est un cas généraliste que je vous donne, mais c'est pour que ça puisse vous permettre une compréhension générale. Ça peut être avoir une tendance à se sentir rejeté. Eh bien, il y a souvent un nœud initial qu'on appelle le séisme, c'est-à-dire quelle est la première fois dans mon expérience de vie où j'ai fait l'expérience du rejet, où j'ai enregistré, engrammé dans mon esprit, dans mon système neuronal, nerveux et bien plus vaste, que là, je fais l'expérience d'un rejet, que c'est désagréable et que ça dit quelque chose de moi et que je veux à tout prix éviter cette expérience à nouveau. Quand est-ce que ce séisme a lieu ? Et puis ce ressenti, en fait, quand on parle de schéma répétitif, en fait, ça va être des répliques de ce séisme. C'est-à-dire qu'à travers de multiples situations de la vie, on va avoir à nouveau ce ressenti qui se présente, mais dans des situations en apparence très diverses. C'est-à-dire qu'on peut avoir ressenti du rejet avec un parent, par exemple, mais faire l'expérience à nouveau du rejet dans des groupes amicaux, au travail, dans la société aussi. On peut avoir une impression de pas être en accord avec le reste de la société, qu'on peut pas trouver sa place. Voilà, la thématique de la place, elle va sans cesse revenir sous plein de masques, déguisés sous plein de formes, jusqu'à ce qu'on puisse finalement résoudre ça et rétablir la blessure de rejet. C'est le fait de rétablir l'amour de soi, mais d'une manière inconditionnelle, et venir aussi revoir l'idée que les situations qui ont été vécues disaient quelque chose de soi et disaient quelque chose de la valeur qu'on a. Donc ça, c'est pour faire une parenthèse, mais voilà, c'est comme ça qu'on résout. Et donc ça peut, se manifester dans tous les domaines de vie. Ça peut impacter aussi la santé. Il y a plein d'aspects. C'est riche, donc on peut pas donner une seule voie. On peut donner des grandes lignes aujourd'hui et vous aider à lire par vous-même ensuite de manière précise. C'est pour ça que ce podcast existe, quoi. C'est donner des clés. Vous allez piocher ce qui vous convient. Et après, quand on travaille ensemble de manière concrète, on va appliquer tout ça à votre cas précis en cherchant les réponses dans votre énergie et pas en passant par le mental et par des concepts. C'est le but pour que ça soit bénéfique et très précis, surtout, c'est le but. Et la question, c'est pas d'éliminer tous nos conditionnements et tous nos automatismes. Il y en a certains qui sont des garde-fous. Savoir que le feu brûle ou que certains codes sociaux nous permettent d'interagir avec les autres, c'est utile. Donc la question, c'est surtout de discerner quels automatismes, quels conditionnements nous servent positivement, nous élèvent et lesquels peuvent nous entraver. Et alors à partir du moment où un conditionnement devient limitant ou même nous contrôle sans qu'on puisse l'arrêter, donc ça va vraiment être une source plutôt de l'ordre de l'inconscient, quand ça nous empêche d'évoluer, nous exprimer authentiquement, ou si ça nous pousse à nous saboter ou limiter certaines opportunités de vie, c'est important de regarder et de se dire ça peut changer, ça peut être reprogrammé parce que ça a été programmé à un instant précis. Donc la sagesse, là, c'est vraiment de garder ce qui est utile, de garder ce qui est un garde-fou pour notre âme, de garder ce qui nous permet de rester en lien sain et vertueux avec le monde. Mais tout ce qui appartient au passé, tout ce qui fait qu'on applique le passé ou des émotions du passé au présent et au futur, ça c'est intéressant de revoir pour qu'on puisse ramener toute la palette de couleurs dans notre existence et pas rester tout le temps avec la même couleur. C'est un peu peut-être l'image qui va le plus apporter de clarté ici. Et donc, comment on repère un schéma répétitif ? Souvent, c'est simplement, la plupart du temps, vous venez avec une situation, vous l'avez déjà vécue, vous avez déjà ressenti ça 5 fois d'affilée en 12 ans. Et donc, il est clair le schéma. Mais c'est intéressant des fois de se poser d'autres questions en complément pour encore affiner et venir analyser la situation, pas dans un esprit dualiste, c'est-à-dire il y a moi de ce côté qui suis victime de cette situation de l'autre côté, mais d'amener encore plus de nuances pour voir que c'est le jeu de l'esprit qui est là. Et donc, c'est se demander, par exemple, est-ce que j'ai déjà vécu ce sentiment plusieurs fois dans ma vie ? Est-ce que c'était avec des personnes différentes, des contextes différents ? Voilà, donner du détail là-dedans.
Se demander si le scénario change, mais l'émotion est la même. Au contraire, est-ce que c'est tout le temps le même scénario? Est-ce que ce scénario, il se réfère à un scénario qui a été vécu dans ma famille? Se demander ça. Et puis, il y a aussi, est-ce que j'ai la sensation, quand le schéma se répète, que quelque chose me dépasse, que c'est pas moi qui décide, que c'est pas moi qui réagis, qu'il y a quelque chose qui prend tout l'espace en moi et que j'arrive pas à contrôler? Ça, c'est intéressant. Et puis, on peut aussi ajouter des indices corporels. Le corps est une trame d'analyse extrêmement riche. On le voit quand on travaille en séance, il suffit qu'on prononce un mot, qu'on apporte une nouvelle information. Le corps va tout de suite donner une sensation ou une réaction qui va en correspondance. Donc le corps, c'est vivant. Le corps, c'est un ensemble, c'est une trame d'énergie, c'est une trame d'information, c'est pas de la viande. Donc c'est important, voilà, de se demander, est-ce que mon corps réagit toujours de la même manière dans ces situations? Est-ce que c'est des tensions? Est-ce que c'est des maux de tête, une oppression thoracique? Est-ce que c'est ma gorge qui se ferme? Est-ce que ça va être les épaules, la notion de responsabilité et de culpabilité? Est-ce que c'est le plexus, la volonté personnelle, la place que je prends? Est-ce que c'est le bassin? Du coup, là, ça va être plus de l'ordre du traumatisme. Voilà, regardez les significations, les correspondances. C'est aussi, est-ce que j'ai des réactions physiques automatiques avant même que l'émotion ne devienne consciente? Est-ce que le corps parle avant que je puisse ressentir quelque chose en conséquence de la situation? Et puis, on peut aussi préciser la temporalité. Par exemple, est-ce que je remarque que ce schéma, il se manifeste de façon cyclique, par exemple, tous les 7 ans, ou à une date très précise, qui s'est déjà présentée dans ma vie, à laquelle j'ai vécu quelque chose de précis, ou qui est très connu dans ma famille? Est-ce que ça correspond à des cycles énergétiques, corporels? Est-ce qu'il y a une temporalité transgénérationnelle, comme on l'évoquait à l'instant? Donc, c'est vraiment intéressant de regarder au niveau temporel. Et puis, faut mentionner aussi que certains schémas peuvent rester dormants et vont se révéler pendant des transitions de vie importantes. Justement, peut-être parce que ces schémas se sont engrammés à des moments de bouleversement ou à des moments où il s'est produit quelque chose d'inattendu. Ça peut être aussi intéressant de regarder. Donc, lorsqu'on a un conditionnement actif qui vient créer des schémas, on va le voir par exemple au fait d'avoir des réactions disproportionnées par rapport à la situation. On le sait que c'est pas censé autant nous affecter, mais ça a quand même lieu, si on devait simplifier. Il y a la sensation d'être contrôlé par l'émotion, que c'est plus fort que soi, qu'on sait que c'est pas sain, qu'on sait qu'on pourrait réagir autrement, mais comme le nœud est encore là, le nœud originel est encore là, c'est plus fort que soi. Il y a un peu cette idée-là. Et puis on a tendance aussi à répéter des phrases en boucle, des phrases qui ne nous ressemblent pas ou qui ressemblent pas à ce qu'on souhaiterait vibrer. Et en fait, c'est là, c'est présent. Et c'est important d'écrire ces phrases parce que des fois, on peut y trouver beaucoup d'indices, notamment sur les héritages familiaux, mais aussi des indices sur finalement la vraie cause de ce nœud, qui est des fois pas celle qu'on croirait en apparence. Et puis, il peut y avoir aussi des résistances inexpliquées face à certaines opportunités qui nous feraient sortir de notre zone de confort, qui viendraient presque remettre en question l'identité qu'on s'est construite sur des souffrances ou des manques. Ça va montrer qu'il y a des schémas qui peuvent être défaits, parce que quand on place la conscience sur un problème, 50% du travail est fait, dans le sens où si c'est conscient, on est déjà beaucoup moins esclave de ce qui se produit. Donc ça, c'est un bon signe d'en être au point où on réfléchit à tout ça et où on en parle. Et donc, ce qu'on voit en fait, c'est que notre réalité, on l'a déjà vu dans d'autres épisodes, c'est que notre réalité, elle est le fruit de notre esprit. Un peu comme si on était le cinématographe, on projette la lumière sur l'écran et on est aussi le spectateur qui voit l'écran, on est aussi l'acteur dans l'écran, on est le scénariste, il y a tout c'est un seul et même mouvement. Et donc, ce qui est programmé en nous, nos conditionnements, c'est vraiment comme une graine qui donne naissance à certaines expériences. Souvent, on croit que on a raison parce qu'on a une croyance et les situations, elles viennent confirmer cette croyance, donc on dit « j'ai raison de croire ça ». Alors qu'en fait, c'est parce qu'on croit ça que la situation se présente. C'est dans l'autre sens. Et donc, tous ces conditionnements qu'on a schématisés tout à l'heure, ils influencent vraiment les limites qu'on pense avoir, les choses qu'on se croit obligé de faire pour être aimé, pour être en sécurité, pour se prémunir de revivre quelque chose, une sensation. Il faut de refaire une expérience souffrante. Et il y a aussi que ça vient impacter la manière dont on réagit aux événements. Comme on l'a dit, on peut avoir l'impression d'être submergé quand bien même l'événement semblerait petit à d'autres personnes.
Et donc, c'est vraiment se dire, tous ces conditionnements, c'est comme des lunettes invisibles qui colorent ma vision du monde. C'est pas une faute de ma part, c'est juste qu'il y a des potentiels présents en ce moment qui se déploient, mais c'est des potentiels qui peuvent évoluer. Et ça m'offre des opportunités d'apprentissage. Faut se dire, il y a rien de permanent, rien de personnel à ce qui se passe là, à ce que je ressens. Il y a juste une voie d'amélioration spirituelle, finalement, qui est proposée à travers ce qui se manifeste par une personne, par un conflit, par un blocage. C'est une opportunité. Et ça se débloquera en même temps que l'apprentissage est vécu totalement. Donc, faut vraiment se dire que c'est vraiment des biais de confirmation, les situations qu'on vit. Les biais de confirmation, c'est, voilà, il y a la croyance, la situation se crée, et moi je reconfirme dans mon esprit que j'ai raison, et du coup, ça vient encore plus nourrir que l'idée que cette croyance est une vérité ultime, alors qu'en fait, elle est un biais par lequel on aborde les choses. Et un exemple concret, ça peut être se dire, s'il y a deux personnes qui sont dans une file d'attente et qui se font doubler, la personne qui est plus marquée par le rejet ou l'abandon, ça va pas forcément la marquer particulièrement. Par contre, son ami, peut-être qui est sensible à l'injustice, il y a plus de chances que ça la fasse réagir, qu'elle se mette en colère. Donc c'est vraiment se dire, la situation est la même, mais l'expérience intérieure, elle est totalement différente d'une personne à une autre. Même d'ailleurs, la personne sensible à l'injustice, elle pourrait aussi faire appel à une figure d'autorité pour la défendre parce qu'elle cherche la justice, elle cherche à entrer dans le tribunal et être sûr qu'on lui donne gain de cause. Il y a tout ce processus-là et ça peut des fois durer des années. Je parle pas d'être doublé dans la queue, mais ça peut durer des années de vouloir obtenir la reconnaissance de quelque chose qui n'était pas juste. Donc voilà, c'est pour montrer que à la base, il y a quelqu'un qui double dans la queue et puis il y a tous les regards différents, divers, les interprétations que les personnes de la même file d'attente vont apposer sur ce qui se passe. Et donc, quand on se rend compte qu'on a un schéma répétitif, quand on commence à chercher dans l'énergie, regarder dans l'inconscient, mais aussi dans le conscient, des fois on est très conscient de nos croyances, eh bien, une fois qu'on trouve plein d'informations, on met ça à plat et on peut rentrer vraiment dans un processus de transformation. C'est vraiment comme l'éclosion d'une fleur. Il faut se rendre compte que ça peut se faire en un clin d'œil, comme un claquement de doigts. Je l'ai vu plein de fois, c'est-à-dire c'est tellement mûr, ça a tellement été réfléchi, ça a tellement... Il y a aussi des fois, on a tellement marre que ça lâche dans la conscience, la zone de confort ou la zone de sécurité devient moins importante que le besoin de changement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais il faut être sincère dans le sens où des fois, ça peut demander de la patience, de la douceur, des conditions favorables qui s'installent progressivement. Donc, faut juste reconnaître son jugement. Ah voilà, là je vois mon schéma qui s'active, là au quotidien, savoir s'observer un peu en spectateur, comme si on faisait un pas en arrière de soi-même. Et puis regarder avec acceptation, ok, il y a ce conditionnement, ça me fait réagir comme ça, mais je vais voir si là je peux pas réagir un peu différemment de d'habitude pour créer moins de conflits à l'intérieur de moi ou pas me faire souffrir en me racontant la même histoire. Voilà, si on arrive à voir apparaître le schéma, des fois c'est intéressant de commencer à prendre des nouvelles postures au quotidien et se dire, ce conditionnement, cette manière de voir les choses, cette manière de me percevoir moi-même qui fait que j'attire ça, a peut-être eu sa raison d'être, ça m'a peut-être protégée quand j'en avais besoin, mais peut-être que maintenant je peux adopter une nouvelle réponse à cette situation, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau chemin pour moi qui devienne naturel et dans lequel je puisse me sentir à ma place. Il y a vraiment ce truc-là. Et donc cette reprogrammation, elle peut prendre quelques semaines, elle peut prendre quelques mois, c'est vraiment selon l'ancienneté du schéma, mais c'est pas forcément le facteur primordial. C'est selon aussi la manière dont la conscience est mûre pour s'abandonner à elle-même d'une certaine manière. Donc là, on va parler des trois grandes catégories de conditionnement pour garder que ceux-là, pour vous parler de ceux qui sont les plus fréquents, en tout cas dans ce qu'on travaille. Alors, il y a les conditionnements conscients. Donc ça, c'est nos croyances adoptées, des opinions qu'on a prises comme des vérités. Elles peuvent avoir tendance à nous rassurer. Elles nous gardent aussi dans une identité petite, une identité de victime parfois, une identité de sauveur, une impression d'empêchement. J'ai vécu ça, donc je n'ai pas accès à telle chose. Il peut y avoir ça. Ça nous donne un sentiment d'appartenance, de sécurité. Ça vient teinter notre valeur personnelle et en fait, ça va perpétuer parfois une loyauté consciente ou inconsciente au groupe familial, au groupe religieux, au groupe culturel. Voilà, on va vraiment adopter une manière de voir le monde qui aussi nous fait entrer dans un certain groupe et pas un autre. Un groupe qui
qui est pas forcément formel, hein, ça peut être un groupe presque énergétique, un égrégore, comme c'est le cas pour une religion. Et donc vraiment, ces conditionnements conscients, ils vont nous placer dans des rôles, des identités bien définies, qui vont aussi forger pour nous un positionnement précis vis-à-vis du monde et vis-à-vis des autres, un ensemble d'opinions, un ensemble de paroles, de rites, de rituels parfois, des actions, en tout cas des comportements communs. Et une partie de ces conditionnements conscients peuvent totalement venir notamment de la famille, qui est quand même l'incubateur principal dans lequel on peut se développer, que ce soit une famille biologique ou une famille d'adoption. Bien que sur le plan inconscient et génétique, ce soit quand même la famille biologique qui ait une influence, notamment en travail de constellation. Et donc, qu'est-ce que ça peut être, par exemple, ces croyances, ces conditionnements conscients, ces phrases qu'on peut se dire, sans se les dire forcément à voix haute, mais on sait qu'elles sont là et qu'on les valide dans nos paroles et dans nos pensées. Alors ça peut être sur l'identité, par exemple, je ne suis pas assez bien, sur ce qui est attendu de nous. Je dois toujours être fort ou je dois toujours être forte et combative, comme les femmes qui m'ont précédée, ou juste tout court, parce que c'est comme ça que j'avance et que je peux rester dans une surindépendance. Voilà, il y a plein de raisons. Ça peut être une croyance sur les autres. Les gens qui ont du pouvoir ne sont pas des gens bien, des choses comme ça. Sur l'argent, il faut travailler dur pour mériter son argent. Ça va apporter plein de conséquences dans la vie matériel et professionnel, oui, mais ça peut être même relationnel, c'est-à-dire l'argent et l'amour, c'est souvent très relié quand on travaille sur l'abondance et la réceptivité. Et donc, on va souvent relier l'argent qu'on reçoit à la valeur qu'on se donne en tant qu'être et pas seulement en tant que travailleur. Il y a des croyances sur la vie aussi. Par exemple, on ne vit pas longtemps dans notre famille, des choses qu'on peut entendre comme ça. Des croyances sur le féminin. Les femmes doivent se sacrifier pour élever leurs enfants. Sur le masculin, un homme qui pleure n'est pas un homme, les hommes ne sont pas fiables, s'il y a des expériences autour de la fidélité. Et puis des croyances aussi spirituelles parfois. Le don spirituel est un fardeau ou un tabou, Dieu interdit tel aspect de la vie, etc. Et puis dans ces conditionnements conscients, il y a tous les conditionnements symboliques, culturels, qui sont bien sûr hérités en partie de la famille, mais de manière globale aussi de l'ensemble de la société, des institutions, des mythes collectifs. C'est vraiment un maillage assez complexe qui vient encore teinter, tramer notre positionnement intérieur et notre manière de réagir aux choses. Ensuite, parmi les conditionnements, on a aussi les conditionnements purement émotionnels. Là, pour le coup, je les classerai pas en conscient ou seulement inconscient. Pour moi, c'est vraiment beaucoup plus mélangé et subtil que ça. Mais disons que ces conditionnements émotionnels, ils sont pour la plupart, vraiment 95%, je dirais, issus de nos expériences directes. Vraiment, ce qu'on a vécu en tant que personne dans cette vie, eh bien, ça va nous conditionner. Il y a un environnement, un contexte, une émotion au moment d'un événement qui va vraiment nous faire enregistrer que telle situation égale telle émotion positive ou telle situation égale danger. Vraiment, le cerveau va créer des automatismes de protection, ce qui est quand même motivé par l'amour, mais il y a un mécanisme qui se met en place. Et ça va aussi être, ces conditionnements émotionnels, ils vont nous mettre dans une posture d'attachement ou d'aversion. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est positif, ça c'est négatif, ça c'est agréable, ça c'est désagréable, et on va avoir des émotions très fortes reliées à des situations ou des sujets en particulier. Donc ça se joue vraiment parfois carrément dans le cerveau reptilien, ce programme de survie qui est originel et ancestral chez nous. Mais c'est aussi juste des conditionnements dus au vécu qui se gravent dans notre système. Le système énergétique dans son ensemble, c'est-à-dire ça inclut le corps physique bien sûr, mais le corps émotionnel, le corps astral, le corps mental, le système nerveux, le système cellulaire, ce qu'on vibre, c'est un ensemble très vaste. Et donc, ces informations, elles restent intactes en nous. On dit souvent que le corps n'oublie rien. Je crois qu'on en a parlé dans un des premiers épisodes de ce podcast. Le corps n'oublie rien, et donc des années plus tard, et du coup aussi des générations plus tard, en transgénérationnel. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vraiment lire des choses sur l'épigénétique, la mémoire cellulaire. Ça vous aidera vraiment à comprendre les mécanismes sur la base d'expériences scientifiques et de recherches très précises. Si vous sentez que vous avez plutôt un esprit cartésien qui a besoin aussi de voir comment ça se joue sur le plan plus concret, physiologique aussi, pour le coup. Et on peut prendre une situation toute simple pour voir ces conditionnements émotionnels. Ça peut être avoir été trahi en amour,
Donc, au fil des années, même si on sait que la personne n'est plus là ou que les choses ont évolué entre-temps, on continue sans le vouloir à chercher les signaux, les indices pour être sûr que ça n'arrive pas à nouveau. On vibre cette peur, on vibre cette inquiétude-là, même sans la dire d'ailleurs. Et on va quand même vivre des situations différentes ailleurs, quelqu'un d'autre, autrement, un autre contexte, mais tout en ressentant, par exemple, la même charge émotionnelle qu'il y a 10 ans, avec parfois même une issue similaire. Donc la situation n'est pas forcément identique, comme on le disait, mais le mécanisme en fond, le mécanisme de protection, le positionnement, peut-être même de méfiance qui est là, est le même. L'analyse inconsciente des choses est la même. Parfois même si on peut vous faire verbaliser la peur qui est présente ou les détails de ce que vous pourriez craindre dans la situation, ça va être identique à ce qui s'est passé auparavant. Donc l'idée là, ça va être de presque recabler, j'allais dire, le système au niveau de l'énergie, déprogrammer les croyances qui vibrent, lire ce qui se dit pas verbalement, mais ce qui se dit en fond, et vraiment accompagner des prises de conscience et un vrai changement dans ce qui vibre pour que les lunettes par lesquelles on voit le monde puissent vraiment changer de teinte au fil du temps. Des fois quelques jours, des fois 21 jours, mais voilà, en tout cas, d'apporter une mise à jour de ce système. Donc là, on a parlé des conditionnements conscients. On a aussi des conditionnements inconscients et aujourd'hui, je vais me concentrer sur les héritages transgénérationnels, c'est-à-dire vraiment le karma collectif familial. Donc, on dit inconscient parce que bien sûr qu'on a des croyances conscientes, on les a évoquées un peu plus haut, par exemple dire qu'il faut travailler dur pour avoir son argent ou que les hommes sont pas fiables. Ça peut être des choses qu'on a dit dans la famille, donc ça s'est enregistré tel quel, ça s'est imprimé. Ok. Mais il y a aussi, pour la plupart, dans le côté transgénérationnel, et c'est pour ça qu'on utilise des outils comme la constellation ou la lecture de la mémoire cellulaire, des choses qui ne sont pas de l'ordre de ce qui a été dit, c'est vraiment de l'ordre du non-dit. Moi, ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est que quand c'est émotionnel, ça va être souvent une transmission de parents à enfants. Et quand ça vient commencer à travailler dans le corps, c'est beaucoup plus la sphère des grands-parents. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans les recherches sur le sujet. Et donc là, c'est vraiment important de se dire, avant qu'on évoque ce sujet, que les héritages transgénérationnels, c'est pas juste la liste des problèmes et des drames qui vous ont précédé. Bien sûr que quand on travaille en thérapie, on va se concentrer là-dessus parce que le but, c'est pas que vous les portiez ou même que ce soit perpétué dans la lignée. Mais un héritage transgénérationnel, c'est juste un ensemble d'informations. Et dans ces informations, il y a aussi des potentiels positifs, des qualités de cœur, des forces, des inclinations naturelles qui sont bénéfiques et qui vous accompagnent sur votre chemin, qui vous protègent et qui font que vous avez des facilités dans certaines choses. Donc c'est important aussi de voir ce côté-là. C'est la parenthèse que je voulais faire. Et donc voilà, dans ces héritages transgénérationnels, il y a de l'intergénérationnel transmis de parents à enfants et du transgénérationnel transmis depuis les générations d'au-dessus par le corps, par la mémoire cellulaire. J'aime bien toujours me rappeler qu'on a tous finalement été dans le corps de notre grand-mère. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, j'ai vu même des jolis dessins là-dessus, que avant notre naissance, la cellule qui nous a donné naissance, elle était présente dans le corps de notre grand-mère quand elle portait notre mère. Et donc, la transmission, elle commence déjà là. Et donc, il y a un aspect scientifique qui peut vous aider à comprendre, c'est que les recherches en épigénétique ont montré qu'il y a seulement 2% de notre ADN, qu'on appelle l'ADN codant, qui détermine nos traits physiques, les cheveux, les yeux, la peau, la physionomie, alors qu'on croirait que notre ADN, c'est ça détermine que ça. Et en fait, les 98% restants, avant on l'appelait l'ADN poubelle parce qu'il n'avait pas été bien étudié, mais maintenant on l'appelle l'ADN non codant. Et en fait, ces 98%-là portent des informations sur nos comportements, nos émotions, nos tendances. Et je ne doute pas que ce soit aussi notre héritage transgénérationnel. Et donc cet ADN non codant, au moment où il se crée, où il s'enrichit, et il s'enrichit encore en cet instant parce que nous sommes aussi une partie de cet arbre généalogique et nous aussi notre vie fera partie de ce qui sera transmis aux générations suivantes. Cet ADN non codant, il est aussi influencé par les stress, les chocs, les événements marquants de notre propre vie et des vies des personnes qui nous ont précédés. Et donc, quand c'est pas résolu, quand c'est des non-dits, quand c'est des secrets, quand ça n'a pas pu être digéré, quand il n'y a pas pu avoir de processus de pardon, voilà, c'est très vaste, bien sûr, eh bien, ça devient une mémoire familiale, un karma collectif qui est transmis aux descendants. Et parfois, on va le voir dans notre partie 3 où il y a des histoires incroyables là-dessus,
certaines un peu, je dirais pas effrayantes, mais impressionnantes, on voit que ça continue à impacter la descendance d'une manière plus que concrète. Et donc, on peut donner là ici des exemples d'héritage transgénérationnel. Ça peut être lié. Alors, c'est quoi un héritage transgénérationnel? En fait, c'est vraiment un conditionnement identitaire ou narratif. Donc, c'est vraiment les récits qu'on nous transmet. Donc ça, c'est ce qu'on n'a pas toujours choisi consciemment, mais qui façonne notre identité. Tu es le responsable de la famille, voilà ce qu'on attend de toi, ou voilà ce qui serait bénéfique d'être ou de faire pour pouvoir continuer à recevoir notre amour. Et puis il y a les conditionnements, en fond, comme on disait, les choses qui ont été vécues, qui sont tacites, des fois que tout le monde connaît, mais pourtant on n'en a jamais vraiment parlé. Il peut y avoir ça, ou carrément des choses qu'on va découvrir en faisant de la recherche généalogique ou en psychogénéalogie. C'est notamment pour ça que je vous ai publié l'autre jour un questionnaire très complet sur des questions en fait que vous pouvez poser à un aîné pour explorer les transmissions familiales et pouvoir identifier pourquoi vous vivez certaines choses. Et donc des exemples d'héritage transgénérationnel, ça va être par exemple s'il y a eu des mémoires de famine ou de guerre, ça peut laisser des peurs du manque, des comportements compulsifs liés à la nourriture, à l'argent ou la peur de jeter des choses, il peut y avoir ça. Ça peut être des mémoires de secrets de famille. Donc ça peut laisser une anxiété diffuse, une impression de ne pas savoir pourquoi on se sent coupé des choses, du monde, des autres. Donc quelque chose qui est pas, il n'y a pas de lien fait avec les choses ou les autres. Il peut y avoir des crimes qui ont été commis. Ça peut laisser un sentiment de dette, de comportement qui va être mis en place pour racheter la faute d'un ancêtre. On le verra dans les histoires qu'on va évoquer dans 2 semaines. Et puis, il peut y avoir l'exil, la migration, le fait de quitter une terre, le déracinement. Ça peut laisser une difficulté à se sentir à sa place ou vraiment la peur de s'ancrer, de concrétiser des choses et de s'engager dans des choses durablement. Parfois de peur de les perdre ou des fois avec d'autres nuances. Il peut y avoir des traumatismes liés à l'accouchement, à la maternité. Donc, ça peut laisser des peurs par rapport à ça. Ça peut recréer des problèmes physiques, des maladies aussi reliées à la féminité ou carrément des refus de perpétuer la lignée dans certains cas. Et puis il peut y avoir des transmissions au niveau de l'aspect professionnel et créatif. Par exemple, s'il y a eu des lignées d'artistes contrariées, il peut y avoir un blocage créatif chez les descendants. Il peut y avoir aussi des échecs professionnels répétés pour rester fidèle à un ancêtre qui s'est senti en échec dans sa propre vie ou dont on a parlé comme étant un raté. C'est important aussi de voir si on a un prénom en commun avec un ancêtre pour voir si il y a une correspondance avec les défis auxquels on fait face, qui sont juste des opportunités d'évolution à nouveau. Il peut y avoir la peur aussi d'être visible, d'être vu, et ça va être lié à des persécutions ancestrales, donc c'est très vaste. Mais voilà, moi je vous encourage à aller voir le questionnaire que j'ai intitulé dans mon blog « Guide pratique pour révéler les mémoires transgénérationnelles, questions à poser aux aînés de la famille ». Parce que même si vous faites pas toutes les questions, ou si vous avez envie de vous poser avec un parent ou un grand-parent et poser quelques questions, c'est hyper éclairant. Et je vous ai aussi mis des manières d'aborder les choses, de présenter la démarche, des phrases que vous pouvez utiliser pour respecter l'espace de l'autre, pour rebondir sur ces questions, approfondir. Donc si ça peut vous donner l'occasion de créer, même ne serait-ce qu'un carnet ou laisser de la mémoire à vos enfants de manière positive avec des photos ou une belle histoire qui vous aura été partagée ce jour-là. Voilà, c'est peut-être l'occasion en tout cas. Et puis, comme je vous le disais, on a aussi les transmissions qui ont lieu in utero, vraiment avec ce qui est vécu par la maman pendant la grossesse, les premières informations qu'on capte du monde, les sentiments qu'on ressent de la maman, de son entourage, sur la manière dont on arrive, les difficultés que ça peut impliquer de venir au monde, etc. Et puis les peurs qu'il peut y avoir autour de notre naissance, si notre maman est allongée parce que c'est une grossesse à risque, est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'on se sent bienvenu? Est-ce qu'il y a un jumeau qui a pu disparaître au début de la grossesse? On peut appeler ça le jumeau caché, souvent qui disparaît entre le tout début et le 2e mois. Donc il y a toutes ces choses-là. Et puis cet aspect-là, je vais pas le détailler aujourd'hui, on va dédier un épisode à ça pour vraiment détailler mois par mois qu'est-ce qui peut s'engrammer de positif, de qu'est-ce que ça va conditionner en nous, sous un aspect aussi un peu plus spirituel, donc on prendra le temps pour ça. Et puis pareil sur la thématique du karma, vraiment notre karma issu des vies passées, les potentiels de l'esprit. J'ai déjà posté auparavant un épisode complet sur le karma, sur les causes, les conditions,
sur comment un karma peut engendrer des conséquences dans notre vie concrète, mais aussi dans notre environnement ou dans notre positionnement émotionnel. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas. Et puis, si ça vous intéresse aussi d'explorer ça, j'ai posté pas mal de vidéos sur la numérologie karmique tibétaine pour calculer votre chemin de vie, avoir les grandes lignes de plein de choses. Donc, n'hésitez pas à consulter ces contenus pour approfondir. Et finalement, la bonne nouvelle, c'est que on est malléable. Quand on se limite au cerveau, quand on pense que tout vient du cerveau, on appelle ça la neuroplasticité, c'est-à-dire le fait qu'on peut créer des nouveaux circuits neuronaux, même s'ils ont été renforcés à une certaine période où on était dans certains schémas. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. En réalité, le cerveau, c'est juste un récepteur d'énergie qui va la traiter et la répartir. Mais la vraie magie, c'est que dans notre espace subtil, on peut trouver des informations, on peut en enlever, on peut en placer de nouvelles, ou on peut juste laisser l'espace libre pour se laisser découvrir de manière beaucoup plus vierge les choses. Donc, il y a, de mon expérience en tout cas, il n'existe pas de situation, de conditionnement, de nœuds émotionnels ou existentiels qui ne puissent pas se défaire. À partir du moment où on a une ouverture et où les causes et les conditions, même karmiques, finalement se réunissent pour qu'on puisse faire quelque chose dans le sens d'une évolution, c'est que ça peut avoir lieu. Il n'y a rien qui limite ces sphères-là. Elles sont très malléables dans le sens où s'il y a une information dans un champ d'information, on peut tout à fait la retirer simplement parce qu'elle n'est pas au service de l'épanouissement d'un être humain. Et c'est important parce que des fois, on peut s'enfermer dans une idée que ce qu'on a vécu ou ce qui est présent, c'est trop dur, c'est notre personnalité, c'est notre caractère, c'est notre identité, que ça nous définit. Si on veut croire ça, ça peut prendre plus de temps, mais si tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, cette identité, elle nous a un peu fatigués et qu'on a envie de pouvoir s'identifier à autre chose pour vivre autre chose, là, c'est tellement joyeux et rempli d'amour, la posture et l'intention d'évoluer, que tout est possible en fait. Et comment on résout ça ? C'est vraiment déjà le travail de mise en conscience quand c'est relié à la famille, psychogénéalogie, constellation familiale. Quand c'est relié au corps, on se pose, on parle de ce qui est ressenti, ça a commencé quand, quelles émotions vont avec, quel est l'événement déclencheur, est-ce qu'il est identifié, etc. Et ensuite on interroge la mémoire du corps pour qu'elle vienne nous donner ses propres informations. Voilà, ça peut être des pratiques énergétiques qui vont libérer les mémoires du corps, des soins, de la mémoire cellulaire, d'autres méthodes. S'il y a du traumatisme, ça peut être des méthodes comme le MDR, l'hypnose, travailler dans l'énergie, tout ce qui est la mémoire cellulaire, les zones du bassin, le chakra racine, et regarder l'ensemble du système énergétique pour voir quels sont les positionnements de l'énergie masculine, de l'énergie féminine, les armures qui ont été mises en place pour survivre à certaines phases de vie, etc. Et de manière générale, il y a aussi le fait de résoudre par une reprogrammation consciente, c'est-à-dire en se familiarisant avec ce qu'on est vraiment avant d'être défini par ce qui a pu être vécu ou engrammé. Donc ça peut être un travail spirituel, la méditation, faire des thèmes, ça peut être la numérologie karmique, ça peut être d'autres formes de thèmes, des lectures akashiques, de se familiariser avec ce qui est plus vaste que soi, plus vaste que le corps, plus vaste que cette existence, pour ensuite mieux revenir à la compréhension de cette existence. Parce que l'idée, en fait, c'est toujours ces 3 étapes: comprendre, apprendre et libérer. Il y a vraiment la conscience qui se pose, un enseignement qui va avec, et ensuite on peut revoir l'information qui tourne en boucle pour évoluer vers autre chose. Donc quand on vient avec un schéma existentiel, on a un conditionnement, on a une émotion récurrente, il existe 1001 chemins pour aller trouver ça et le faire avec douceur. Ça peut être un processus de constellation familiale, travailler sur le pardon, pas pour excuser à tout prix, mais pour libérer le potentiel de colère et se rendre la liberté à soi-même. Le travail de mémoire cellulaire, comme on le disait, poser sur papier les croyances limitantes et faire un vrai travail de reprogrammation. Ça peut être des réconciliations, des temps de connexion avec l'enfant intérieur, avec les parents. Il y a vraiment cet enjeu en fait de devenir souverain de soi-même. Je suis ma propre source d'amour, ma propre source de sécurité. En fait, le but, c'est de plus approcher le monde et les situations par un vide, par un manque, par une attente qui n'a pas été honorée par le passé, par une dette qui n'a pas été réparée.
Les schémas, ils viennent souvent de cela. Donc il y a vraiment cette dynamique de pardon, d'accueil sans jugement, de lucidité. C'est vraiment la conscience qu'on est qui est la source et la solution, qui est l'acteur et le scénariste, qui est le mouvement et son absence, qui est le temps et son absence. Et pourtant, tout bouge, tout évolue dans ce monde relatif et nous avec. Donc on peut pas rester tout le temps avec le même programme. Ça change et ça s'enrichit à chaque instant. Et donc quand la conscience est posée, tout est déjà ouvert pour évoluer autrement. L'idée, c'est d'avoir le courage de laisser partir les identités qu'on s'est construites, tout le système qu'on a bâti avec. Et souvent, l'une des premières étapes, c'est de replacer la notion de sécurité dans un endroit sain, au bon endroit, pour un peu baisser les boucliers. Déjà, quand on arrive à sortir d'un espace qui est un peu de l'ordre de la survie pour revenir à quelque chose qui ressemble un peu plus à la vie et tout ce qui est doux avec, déjà, on a une base solide pour se poser ses deux pieds et avancer vers un déconditionnement. Il y a des conditionnements qui façonnent notre vie, mais c'est pas une fatalité. Ça définit pas qui on est intrinsèquement. Il faut se dire, il y a des choses que j'ai appris, il y a des choses dont j'ai hérité, il y a des choses que j'ai reproduites sans voir que je le faisais. Et la clé, c'est de passer de l'inconscient au conscient. Ce qui a été transmis inconsciemment peut être choisi consciemment comme un espace d'évolution. Et donc, tout travail sur soi, spirituel, énergétique, psychologique, j'oublie sûrement des méthodes, même corporelles parfois, peut nous permettre en fait de reprendre notre pouvoir créateur et d'apporter des améliorations à notre positionnement vis-à-vis de la réalité, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, d'y apporter en fait plus d'amour globalement. L'idée, c'est pas d'être une page totalement blanche, on sera jamais vide de tout ce qui a été vécu, et heureusement, parce que on est aussi des réservoirs à sagesse, à compassion. Il y a beaucoup d'amour en nous, il y a des apprentissages, il y a des héritages de grande sagesse et de grand cœur dans ce qu'on est et dans ce qui a été vécu avant nous aussi. Donc il s'agit pas de tout abandonner, il s'agit d'aller dans le détail, regarder comme on tisserait une toile, comme on détisserait une toile aussi, d'aller regarder en détail qu'est-ce qui sonne faux, est-ce que là, dans cette grande trame, cette grande toile, il y a des aspects qui gâchent le motif, qui viennent tout le temps prendre toute l'attention, qui viennent tout le temps au premier plan dans ma vie, dans mon corps, dans mes émotions, et qui me font rater le reste du spectacle. C'est juste ces points-là qu'il faut aller voir pour que le rapport à la vie puisse prendre une nouvelle dimension. Donc c'est vraiment un cadeau de soi à soi-même de se poser, de se dire « Ok, je vis ça, ça m'agite, je vais écrire ce que je ressens, je vais répondre aux questions, là, toutes les questions qu'on a évoquées aujourd'hui, je vais explorer déjà. Et quand j'aurai une clarté sur tout ça, je vais pouvoir avancer et revoir mon positionnement. Et si j'ai besoin d'aide, en parler à un proche, regarder, chercher des ressources. Faut jamais laisser tomber. C'est vraiment, en tout cas sur mon chemin, c'est vraiment la persévérance, la discipline, la confiance d'avancer sans voir forcément tous les contours du but et de la destination qui sont incroyablement porteurs. Donc faut jamais s'abandonner soi-même. Si on souffre de quelque chose, on a le droit d'être une source d'écoute et de soutien pour soi-même, et on a le droit aussi d'aller chercher les ressources qui vont nous faire du bien. Ça fait partie de notre potentiel de compassion et d'amour d'être aussi à l'écoute de ça et d'évoluer, parce que la vie est précieuse, qu'elle passe vite, et que s'il y a quelque chose qui rend le ciel un peu gris et qu'on a la chance de le remarquer, eh bien on a la force aussi de souffler dessus pour rétablir la lumière là où il y en a besoin. Donc, j'étais ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode. Ce que tu vibres, tu le deviens. Et c'est même une phrase qu'on peut garder pour plein d'autres choses, dans notre positionnement au quotidien, dans le sourire qu'on choisit d'avoir, même quand c'est pas ce qu'on pensait, quand même quand la journée se présente pas comme on croyait. Qu'est-ce que je choisis de vibrer, peu importe ce qui se passe autour. Ça, c'est un truc qui m'inspire aujourd'hui. Et je vous retrouve la semaine prochaine, toujours vendredi à 17h, pour un épisode dédié à la transmission familiale, comment on identifie qu'on a hérité d'une certaine transmission familiale, comment on explore, quelles questions on se pose. Et dans 2 semaines, ensuite, on continuera ensemble avec du storytelling. On ira explorer 16 histoires d'hommes et de femmes
qui ont, grâce au travail en psychogénéalogie, pu identifier qu'en fait, le problème dont ils étaient porteurs était la source de l'histoire d'un ancêtre et qu'en fait, ça ne leur appartenait pas. Donc, j'ai hâte qu'on puisse explorer tout ça et je vous souhaite une très belle fin de journée ou un très bon début de journée de là où vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes nombreux dans 22 pays. Je crois qu'on sait pour l'instant qu'on a travaillé ensemble dans 22 pays. Et j'ai hâte d'explorer encore plus loin, encore plus vaste, parce que la richesse humaine est extrêmement inspirante et c'est un privilège de pouvoir ensemble explorer la vastitude de la conscience et de tout ce qu'on peut être, ressentir et imaginer. Je pense que c'est ce qui fait aussi que la vie humaine est précieuse. C'est la multiplicité d'expériences et de partages qu'on peut faire. Si on regarde la musique, si on regarde l'art, les mots, la poésie, les livres, il y en a des milliards, peut-être plus dans certains domaines. Et pourtant, on peut toujours créer quelque chose de nouveau. Et ça, je trouve que c'est assez fascinant, vertigineux. Et ça me rappelle que quand on ne sait rien, quand on n'arrive pas à attraper les choses par le mental, on commence à toucher du doigt les véritables savoirs et les véritables vérités auxquelles notre cœur aspire ardemment. Prenez soin de vous et prenez soin de la vie autour et à très vite.